Donc vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Québec à Montréal. Vous êtes spécialiste des idées politiques et des mouvements sociaux. Et là, votre livre est publié donc aux éditions Luxe, qui publie aussi bien à Montréal qu'en France. Dans la collection, la solide collection Humanité, une collection de pensée critique et d'histoire sociale et politique. Votre ouvrage s'inscrit bien dans l'esprit d'Esprit Libre aujourd'hui parce que vous maniez plusieurs disciplines, aussi bien de philosophie politique, d'histoire, d'anthropologie, sociologie, jusqu'à, je crois, un peu de psychologie. Vous développerez. C'est le 8e ouvrage que vous faites paraître. Je crois qu'il prolonge une réflexion que vous aviez exposée il y a 3 ans avec un titre qui s'appelait Démocratie, histoire d'un malentendu. Et vous décortiquiez, pas tant la notion de démocratie que la réalité politique de la démocratie, voire vous l'éreintiez. Et cette fois-ci, je crois que vous faites un sort à la notion de peuple. Alors c'est un peu sur toutes les lèvres en cette période électorale et un peu à toutes les sauces. Et pour ce faire, vous utilisez 2 concepts qui sont donc cette agoraphobie et agoraphilie politique. Avant de les développer, peut-être vous pourriez, dans un premier temps, évoquer un peu les sources dans lesquelles vous avez puisé, à la fois un peu de lecture, mais aussi d'expériences qui sont aussi des expériences en dehors du monde occidental. Et puis d'en venir à ce préalable inévitable qui sont une sorte de définition du peuple. Vous en proposez, je dirais, 4 plus 1, ce qui nous en fait déjà 5. Tout en montrant que l'enjeu du livre n'est pas tant d'accéder à une définition du peuple, mais plutôt parce que vous allez développer d'autres notions qui sont l'acceptation du peuple comme démos puis comme plèbe, et de voir les tensions qui peuvent exister du passage de l'un à l'autre. Et je m'arrête là pour que vous puissiez... Oui, il y a déjà beaucoup de choses. Merci d'être là ce matin. Je suis bien content d'être là aussi. Donc, peut-être la première précision, puisque je viens du Québec. Donc, vous me demandez les sources ou à partir de quel matériel je travaille et quelles expériences, effectivement, pour réfléchir à cette question de la peur du peuple. Donc, dès le début du livre, il y a un double sens, une sorte de jeu de mots sur l'expression la peur du peuple. C'est les élites qui ont peur du peuple et le peuple qui, lui, peut avoir peur des élites. Et c'est la peur d'être dominé. Et les élites, elles, ont peur, évidemment, que le peuple se soulève ou que le peuple soit turbulent ou que le peuple n'obéisse pas. Et donc, pour retracer cette tension entre deux peurs, finalement, cette tension qui n'est pas seulement une tension philosophique, mais aussi qui est souvent une lutte politique, je suis effectivement allé voir dans plusieurs exemples de l'histoire européenne. Je connais assez bien l'histoire française, donc il y a plusieurs exemples quand même de l'histoire française, Révolution française, le Moyen-Âge aussi, et puis jusqu'à Nuit debout, par exemple, parce que Nuit debout, évidemment, c'est un moment d'actualité où il y a cette tension entre le peuple, dont je vais parler dans quelques instants, et les élites, et puis des exemples à l'extérieur de l'Occident. Je vais voir un peu en Afrique, je vais voir chez les apatistes au Mexique, et je parle un peu du Québec. C'est pas un livre qui porte sur le Québec ou qui est dans une perspective québécoise, mais par ailleurs, je pense qu'ici, on a entendu peut-être parler, disons, de la grève étudiante de 2012, il y a quelques années, et donc là, il y avait des bons exemples à puiser de cet exemple d'actualité. Et donc, pour revenir sur les définitions du peuple, oui, en fait, ce que je n'avais pas prévu quand j'ai choisi le titre au Québec, c'est que, en fait, j'arriverai en France où, en fait, il y a plein de livres et le Front National, justement, se dit le parti au nom du peuple. Patrick Buisson, c'est ça, je pense, la cause du peuple. Mélenchon, c'est l'air du peuple. Donc, tout le monde... Bon, donc, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Pour les bibliothécaires, vous verrez comment vous classez tous ces livres. Peut-être pas dans les mêmes rayons, vous verrez, ça, c'est votre travail. Mais donc, oui, heureusement, j'y avais pas pensé dans ces termes-là, mais je précise de quel peuple je parle, ça évitera peut-être les amalgames malheureux. Et donc, effectivement, il y a plusieurs sens qu'on peut donner au peuple. La preuve, d'ailleurs, toute cette polysémie. Et donc, pour faire très vite, là, je donnerai peut-être pas les 5 définitions, mais clairement, il y a un peuple, disons, national ou identitaire. Il y a le peuple social, dont on a beaucoup parlé au 19e siècle, c'est les mouvements populaires, c'est les classes sociales, les classes dangereuses. Donc ça, c'est le peuple des faubourgs populaires, disons.
Il y avait déjà le peuple mythique et le peuple Et il y a le de la peuple, nation. le peuple mythique aussi, si vous vous rappelez vos lectures de Jean-Jacques Rousseau et du contrat social, c'est ce fameux peuple au début du contrat social qui crée l'État et sur lequel se fonde la légitimité des élites représentatives. Mais moi, le peuple qui m'intéresse, c'est aucun de ceux-là, en fait. Il restait le peuple juridique pour Il y a le construire. peuple juridique. Bon, d'accord, je vais les faire les 5 alors. Et il y a le peuple juridique qui est la population, donc c'est un peu administratif, c'est les personnes qui ont le statut de citoyen ou citoyenne. Et puis finalement, le 5e peuple qui, moi, m'intéresse, qui est dans le titre et qui est dans le livre et qui pose débat, c'est ce que j'ai appelé ça peuple, mais on pourrait trouver un autre terme et peut-être dans un autre contexte ou dans un autre pays, on lui donnera un autre nom de toute façon. Mais c'est justement ces gens qui sont des citoyens ou citoyennes ou des sans-papiers ou des gens qui sont des classes populaires ou des gens qui sont dans une identité nationale aussi ou une identité de sexe, par exemple, je pense aux féministes. Et c'est ces gens donc qui se réunissent et ils se réunissent pour penser, parler et agir ensemble dans des agoras formelles ou informelles. Donc là, je reviens à Nuit debout, mais ça peut être des assemblées générales étudiantes, ça peut être des groupes de femmes, etc. Et c'est de ce peuple-là que je parle et c'est de ce peuple-là que les élites souvent ont peur. Donc c'est le peuple en agora, c'est-à-dire en assemblée, qui est là pour délibérer. Exactement. Et je prends aussi l'expression d'un adage du Moyen Âge. Au Moyen Âge, dans plusieurs communautés de villages, dans des communautés d'habitants, comme on appelait à l'époque, c'était un terme juridique, c'était des villages en fait, on s'assemblait 10-15 fois par année pour gérer le commun, les champs, les terres, le moulin, etc. Et on disait, pour que l'assemblée puisse avoir lieu, il fallait qu'il y ait une sorte de quorum, en fait, un minimum de personnes. Et au Moyen Âge, donc, on disait, il suffit de 10 personnes pour faire un peuple. Donc, on voit que ça peut, le peuple, évidemment, comme je l'entends, peut être tout petit. C'est pas je me rappelle plus combien vous êtes, 60 millions, je pense, en France. Donc, c'est pas nécessairement les 60 millions qui doivent se rassembler dans le Stade de France pour délibérer. Mais nous, ici, par exemple, si on délibérait, on pourrait être un peuple. Ce peuple politique, vous le distinguez dans deux mouvements, finalement. Ce peuple démos, qui est donc installé en assemblée et en délibération, et la peur du peuple se nourrit là par rapport aux élites gouvernantes, qui est que souvent ce peuple en délibération serait capable, ou en tout cas se donnerait de ce moment-là le moyen de s'insurger. Et l'autre peuple dont on parle et qui suscite cette peur-là, ce serait ce que vous appelez la plèbe, qui est ce peuple en insurrection. Effectivement, tout à fait. Donc, je donne... donc, de la définition du peuple que je donne, je sors deux autres concepts. En philosophie politique, on s'amuse souvent à faire ça. Et donc, il y a le démos. Donc, si nous étions ici en assemblée, nous serions un démos. Ça vient du grec, évidemment. Et nous serions en délibération. Déjà, l'élite peut avoir peur, se méfier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne se fient pas aux représentants? Mais effectivement, souvent, les élites vont avoir peur que quand les gens s'assemblent, en fait, c'est pour ça qu'il y a tant de lois, d'ailleurs, sur les attroupements illégaux. Souvent, d'ailleurs, c'est des lois qui sont très restrictives. Hein. C'est 3 personnes et plus, souvent, dans les lois, peuvent constituer un attroupement illégal. Au Québec, justement, dans les manifestations étudiantes, c'était, je crois, même 2. Oui, des fois, c'est 2. Un coin de rue. Exactement. Puis après ça, il fallait donner le trajet, etc. Bon. Donc, ça, c'est un bon exemple. Et donc effectivement, l'élite a souvent peur que quand les gens s'assemblent, le peuple, ça déborde. Il y a de la turbulence et éventuellement, ça débouche en émeute. Et évidemment, plus on parle d'un peuple qui est associé aussi au peuple social ou à des subalternes, je donne des citations, par exemple, de règlements contre les rassemblements d'esclaves, par exemple, dans les colonies britanniques ou dans les colonies françaises. Les maîtres d'esclaves, ils étaient protégés par la loi, évidemment, avaient peur que les esclaves se rassemblent, et ils avaient raison, parce qu'évidemment, si les esclaves se rassemblent, probablement qu'ils vont réaliser qu'en fait, leur sort n'est pas génial. Et il est effectivement possible qu'ils décident de prendre des torches et brûler les maisons des propriétaires. C'est un risque tout à fait logique. Et dans des sociétés où il y a de fortes inégalités, ben, effectivement, l'élite a raison d'avoir peur, je pourrais dire, que le peuple s'assemble, parce que de démos, effectivement, il peut passer à une plèbe, à une émeute. Et on l'a vu d'ailleurs avec, je pense que vous l'avez vu avec Nuit debout, où là, il y avait vraiment, c'était très clair, en fait, il y avait des gens en assemblée, et puis plus tard dans la soirée, ça partait en émeute dans les rues de Paris, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Ce qui créait d'ailleurs des fois des débats au sein même de ce peuple-là. Il y avait des gens, si j'ai bien compris, à Nuit debout, qui disaient c'est pas une bonne idée, ça donne une mauvaise image du mouvement, ça attire la répression. Et d'autres qui disaient, si j'ai bien compris, ben non, justement, on peut saisir cette occasion pour exprimer une juste colère contre les banques, contre les élites, contre ce qui va pas en France aujourd'hui. Si j'ai bien compris, j'étais pas là.
Précisément, vous pointez aussi que l'agoraphobie n'est pas le seul fait des élites qui craindraient le peuple, et donc le peuple capable de s'insurger, mais qu'il y a aussi des formes d'agoraphobie, donc de cette peur du peuple, au sein même de ceux qui seraient agoraphiles. Oui. C'est-à-dire que aussi bien, c'est là où vous faites appel à des notions de psychologie, qui est qu'on peut être agoraphile, c'est-à-dire pour le peuple en délibération. Et pourtant, par exemple, la prise de parole en public suscite une certaine peur, et qu'il y a cette peur de la foule. Et aussi de la part des insurrectionnistes, d'avoir le sentiment que le peuple en assemblée a quelque chose de presque mortifère, en tout cas qui vient figer précisément l'action. Exact. Donc, avant peut-être de préciser, je vais peut-être préciser le sous-titre, justement, les deux concepts d'agoraphobie et agoraphilie. Donc, j'ai piraté la psychologie. Mais en sciences politiques, on est très fort de toute façon pour pirater les autres disciplines. Et en fait, ça, c'était pour résoudre un problème que j'ai eu dans l'autre livre dont vous avez parlé juste avant, qui était Démocratie, histoire politique d'un mot, où très rapidement, je retraçais l'histoire politique du mot démocratie en France et aux États-Unis, 18e, 19e siècle. Et où j'ai constaté avec d'autres, d'ailleurs, Pierre Rosanvallon, que vous avez peut-être déjà croisé, ou d'autres pour les États-Unis, qu'en fait, ceux qu'on appelle les pères fondateurs, on dira pères parce que c'était des hommes, en France, 1789, et aux États-Unis, la guerre d'indépendance, en fait, quand on retourne dans les textes de l'époque, ils utilisent presque jamais le mot démocratie, et quand ils l'utilisent, c'est péjoratif, ce n'est pas leur projet, parce que justement, ils ont une éducation classique, ils ont étudié le grec, l'histoire de la Grèce antique, et ils sont contre la monarchie, évidemment. Mais pour eux, la démocratie, c'est nécessairement justement le peuple assemblé, une démocratie, ce qu'on appellerait aujourd'hui une démocratie directe. Le terme n'avait pas de sens à l'époque, puisque démocratie, c'est ce que ça voulait dire. Et ces républicains, donc, ils sont justement pour une république, mais contre la démocratie. Ils sont à la fois contre la monarchie, mais à la fois contre le peuple assemblé qui se gouvernerait directement. Et donc, ils sont antidémocrates. Et j'ai essayé de comprendre à partir de quand, en fait, dans nos régimes, les élites elles-mêmes nomment le régime une démocratie, s'identifient à la démocratie. Ça arrive dans les années 1830, 1840. Je vous vendrai pas le punch, vous irez voir le livre, mais en fait, c'est principalement pour des raisons électorales. Le système change pas réellement en termes de processus de décision, mais pour des raisons électorales, en campagne électorale, les candidats commencent à réaliser que se dire démocrate et dire qu'ils défendent la démocratie, ça attire les foules et ça leur fait gagner des suffrages. Mais du coup, comme le mot changeait de sens, à la fois d'un point de vue normatif et d'un point de vue de ce qu'il décrivait, moi-même, comme analyste, j'arrivais mal à utiliser le terme antidémocrate. J'arrivais pas à dire, ben, eux, c'est des antidémocrates, puisque le terme change, on savait plus trop ce que ça voulait dire. Bref, je suis allé du côté de la psychologie, et comme ce que je voulais décrire et ce dont je voulais parler, c'était cette peur de la démocratie, ce qu'on appellerait aujourd'hui la démocratie directe. Donc, des gens dans des agoras qui délibèrent. C'est là où j'ai récupéré le terme d'agoraphobie. Donc, la peur politique, évidemment, la peur des gens assemblés. Et pourquoi les gens ont peur? Parce qu'ils pensent que ces gens assemblés sont plutôt irrationnels, sont facilement manipulables, c'est des factieux, des séditieux, et comme j'ai dit tout à l'heure, partent en émeute. Et du coup, je me rappelle plus du tout de la question. Qui était quoi? Parce que c'est vous qui vouliez préciser à juste titre, j'ai précisé, agoraphobie et ensuite agoraphobie. Ah oui, et donc entre le démos et la plèbe, ou en tout cas chez le peuple lui-même, il peut aussi avoir une peur. Donc c'est pas seulement dans l'élite. Et de toute façon, par définition, le peuple aussi peut vouloir une élite. On a vu ça souvent, évidemment. Souvent, les élites tiendraient pas si elles n'avaient pas d'appui dans le peuple, effectivement. Mais j'ai retracé, donc, en fait, un terme que je connaissais pas, ça, je suis tombé dessus un peu par hasard. C'est la glossophobie. Donc, c'est un terme un peu méconnu, mais aux États-Unis, par exemple, la glossophobie, c'est la première peur, la peur la plus répandue avant le terrorisme, ou la peur des araignées, ou la peur des fantômes, ou des zombies, ou des clowns méchants maintenant, depuis quelques semaines. La glossophobie, c'est quoi aux États-Unis? Ben, partout, en fait, c'est la peur de parler en public. Et c'est la peur la plus répandue qui peut provoquer des crampes, des vomissements, vraiment une sorte d'inhibition. Et donc, je me dis, si c'est la peur la plus répandue, donc cette démocratie directe, elle est par définition pas si facile, parce que la démocratie directe, ça laisse entendre qu'on va parler en public, qu'on va s'exprimer dans une assemblée, qu'on va s'exprimer devant les gens. Mais si en fait on est paralysé par la peur, déjà, c'est plus compliqué de participer démocratiquement à des assemblées. Donc ça, c'est un problème, disons, individuel, même s'il est très répandu. Et après, comme vous avez dit, effectivement, on a vu, ça s'est vu à Nuit debout, mais ça s'est vu souvent dans le mouvement altermondialiste aussi, ou ailleurs, cette tension entre
comme je disais tout à l'heure, des gens qui pensent que la démocratie directe, c'est avant tout s'assembler, discuter, et des fois même au sein des gens qui sont critiques de l'élite, qui ont peur de l'élite ou qui détestent l'élite, ils vont considérer que simplement s'assembler et parler, c'est bien beau, mais ça mène pas grand-chose, et qu'effectivement, il faut un peu de turbulence et de contestation et d'action spectaculaire pour faire bouger les choses. Donc, il y a cette tension entre le démos et la plèbe. Vous rappelez aussi qu'il y a ce que vous appelez une forme de modernité dans les pratiques politiques. Je crois que vous la ramenez à Benjamin Constant, qui est que est arrivé un moment où le peuple ne souhaitait plus s'occuper directement des affaires politiques et voulait se garder du temps pour ses affaires privées, et donc s'en remettait à des représentants élus pour se libérer de... Tout à fait, très bonne remarque, vous avez bien lu le livre. Oui, tout à fait. Effectivement, donc cette question de l'agoraphobie, de la peur du peuple assemblé, elle s'inscrit même dans ce que je pourrais appeler notre civilisation moderne, de deux manières. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, que au niveau de l'individu, on nous a appris, des fois même à l'école d'ailleurs, à l'école secondaire, je pense en France aussi, vous avez l'élection des conseils d'élèves, par exemple, ce qui est très bizarre. À 12-13 ans, on est 30 dans une classe et on choisit des représentants, c'est bizarre. On pourrait facilement imaginer tous les vendredis, en fin du mois, où on a une assemblée, les 30 élèves ensemble pour parler de, je sais pas, le bal de fin d'année, ou je sais pas de toute façon qu'est-ce qu'ils décident. Ils décident pas grand-chose. Mais en fait, on comprend pas trop pourquoi on doit élire des représentants qui de toute façon n'ont pas vraiment de pouvoir. Mais en fait, on fait ça pour nous apprendre dès notre jeune âge à élire. Et effectivement, on nous apprend que c'est bien mieux qu'il y ait des gens qui s'occupent de nos affaires publiques, alors que nous, on peut s'occuper de nos affaires privées, faire des affaires, etc. C'est la liberté privée, la liberté individuelle, mais qui n'est pas une liberté politique. Et l'autre problème qu'on nous a inculqué, ou dont on nous a convaincus dans la modernité par rapport à la démocratie directe, c'est le fameux sujet politique collectif qui est la nation. Cette nation, on l'imagine toujours trop grande et trop populeuse, donc c'est un problème démographique et géographique. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire entrer la nation française dans le Stade de France, donc on se convainc que la démocratie directe, en fait, aujourd'hui, est impossible de ce fait, du fait que le sujet politique, c'est la nation. Alors qu'en Grèce, on dit oui, en Grèce, c'était possible parce que c'était la cité, puis bon, en plus, il y avait les esclaves, il y avait les femmes et tout ça qui était exclu, donc on pouvait rentrer les gens dans une sorte de stade ou d'arène, d'agora, mais aujourd'hui, on ne pourrait pas. Or, en fait, ce qu'on voit, et je termine la réponse là-dessus, c'est qu'en fait, dans la modernité, même si on nous a appris à ne pas s'occuper des affaires politiques parce que d'autres s'en occupent pour nous, et même si on nous a appris que le sujet, en fait, c'est la nation, en fait, ce qu'on voit au fil des décennies et des siècles, c'est en fait une série presque ininterrompue d'expériences où les gens, en fait, veulent vraiment s'assembler pour débattre et discuter et parler de leurs affaires. Et on voit ça dans les mouvements sociaux, et on voit ça souvent aussi quand il y a des crises politiques. Quand il y a des crises politiques et des crises économiques, une des premières choses, généralement, que le peuple fait, c'est de trouver des espaces pour s'assembler, des fois sous forme d'occupation, d'ailleurs, de place. On a vu ça dans les crises économiques en Argentine au début des années 2000, mais si on remonte aussi dans le temps, dans des crises, dans des régimes autoritaires, comme en Tchécoslovaquie en 68 ou en Hongrie en 56, mai 68 à Paris, les étudiants et étudiantes, ils occupaient des places et ils passaient des soirées entières. Évidemment, ils affrontaient la police. Ça, c'est les images spectaculaires, mais ils étaient aussi dans des amphithéâtres et dans des réunions. Ils parlaient parce que c'était une situation de crise. Donc, même s'il y a cette nation et ces individus individualistes, il y a quand même évidemment toujours des expériences de démocratie directe. Voilà, je crois que dans le livre, c'est une belle analyse de tous ces mouvements-là. Vous êtes, je crois, quand même clairement agoraphile. Mais je crois que le livre, qui est très dense, mais aisé à s'approprier, montre bien par l'exemple qu'il ne s'agit pas de donner des réponses théoriques, mais qu'il s'agit de mettre tout ça en délibération. Et c'est une espèce de mise en application du propos tenu et qui est très important comme outillage politique quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous.